Hey, salut, c'est Major Mouvement, hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va recevoir probablement l'un des mecs les plus aimeurs de cookies du Fit Game. Je peux te dire que t'es du Fit Game? Tu peux dire. Donc aujourd'hui, on reçoit Aymeric, mon collègue et ami, kiné, ostéo. On va se marrer. Alors vous le savez, en 2023, j'ai envie d'aller encore plus loin dans les analyses où non seulement on va toujours jouer à savoir quels sont ses points forts, ses douleurs et ainsi de suite, où j'essaie de trouver, mais surtout derrière, après, on fait du traitement. Pour ceux qui kiffent un peu l'ASMR, à mon avis, on va se manipuler. Vous allez voir des dorsales pétées, vous allez voir des sacroiliacs s'enflammer. Non, pas s'enflammer. Si je dis ça, franchement, on va se mettre tout le monde à dos. Petit jingle avec des vertèbres qui pètent. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes avec le Uber de LPG. Le Uber, c'est une machine pour les kinésithérapeutes, mais aussi pour les professionnels du sport et de la santé qui permet à la fois de faire du bilan, des traitements, de l'activation musculaire au sens global, avec des programmes pour le dos, pour les épaules, bref, tout un tas de super dispositifs pour vous accompagner dans votre exercice professionnel. Vu comme je suis beau ce matin, Goulven, on devrait plus souvent finir à 2 h du matin la veille. Hier, c'était... Aymeric, ça arrive directement main au cul. Ok, le mec, hashtag MeToo. Alors, il faut savoir qu'avec Aymeric, à part la taille, on a beaucoup de choses en commun. Regarde, t'as été diplômé en quelle année? 2013. 2010, primeur à la Mathurance. commun. Thérapeute manuel, On est. formé à l'ITMP comme moi. Ouais. T'es prof à l'ITMP comme moi. Oui. Sauf qu'en plus de ça, t'as décidé de devenir ostéopathe. Oui. Ancien rugbyman. Oui, c'est vrai. Tu t'es mis au CrossFit. Oui. Tu joues un peu à la PlayStation ou pas? Non, là-dessus, tu m'as perdu, tu vois. Ouais, tu vois. Ouais, il C'est fallait de la bien qu'on seule ait une différence, différence, ouais. mon petit Greg. Exactement. Ah oui, t'as ton level 1 en CrossFit. Ouais, absolument. T'as écrit un bouquin aussi? Ouais, j'ai écrit un bouquin. Bah, dans ce cas-là, oui, je fais du contenu aussi sur les réseaux. J'adore peindre des gens à moitié dénudés. Oui, c'est vrai. Mais beaucoup de gens te connaissent pour ça. Ouais, pour le body painting, en effet. Ouais. Pour vulgariser les connaissances et me différencier d'un homme à bretelles. Ouais, j'ai décidé de peindre des gens pour mais en vrai, expliquer c'est trop bien. On te mettra juste là des extraits justement du body painting. Ouais, qu'est-ce qu'un muscle, un tendon, un ligament, une vertèbre déplacée ou pas, Ouais. tu vois. Ça permet, enfin, je sais pas toi, moi en école de kiné, cette visualisation de l'anatomie, putain, c'était un enfer, je comprenais C'était un rien. enfer. Moi, c'est le jour où on a fait la dissection où j'ai enfin compris en fait. Quand tu comprends comment ça bouge, c'est comme voir le monde en couleur quoi. Je viens de poster un post ce matin sur Instagram où je dis non, les vertèbres ne se déplacent pas et on va évidemment en parler parce que c'est un vrai sujet qui est passionnant à débat. Et qu'en tant qu'ostéo, moi je sais que chez les patients que je peux recevoir souvent au cabinet, vous venez pour me remettre mon bassin, je sens que ma sacroiliaque elle a bougé, il y a un vrai travail Il là-dessus y à a un faire. vrai travail là-dessus, on va en parler évidemment. Des échéances sportives à venir? Marathon de Paris. Marathon de Paris Ah au ouais mois d'avril, ouais. Et sûrement un petit half-marathon des sables derrière, avec toi peut-être. Bah, écoute, moi je suis chaud. Donc, Moi j'ai dit que j'allais le refaire en 2023. Franchement, Donc ouais, les deux grosses échéances sportives, ça va être ça. Tu te rappelles un peu, t'as déjà vu mes vidéos d'analyse? Ouais, Oui, parce que forcément tu m'as pompé le format. Exactement. Donc, des fois j'aurais préféré que tu me pompes. Mais on peut la garder ou pas? C'est moyen? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Tiens d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma page YouTube, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Les vidéos d'analyse de posture, c'est un peu de la kiné spectacle. On s'amuse à essayer de voir si avec mon œil plus ou moins exercé, j'arrive à deviner l'histoire de ton corps, ses points forts, ses points faibles, ses douleurs et ses anciennes blessures. Et au travers de ça, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut amener. Là, c'est complètement cheaté, Ouais. parce qu'Aymeric et moi, on est On amis. se connaît. Donc, je connais beaucoup trop de choses sur lui. Ce que je sais de toi, gros crossfitter, Ouais. tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine. En blessure, tu as eu une luxation d'épaule à l'époque où tu jouais au rugby, je crois, ouais. qui a été opéré sur une Exact. latargée. Tu avais eu, il y a 3 ans, je crois, grosse discopathie avec hernie discale compressive qui t'avait vraiment bien emmerdé. Ouais, infiltration. Et ce qui avait le mieux fonctionné chez toi, c'était l'infiltration. Ouais, et Mackenzie. Et Mackenzie. Ouais. Allez, c'est parti, go. T'as vu, là, je t'ai fait Des cookies. un cookie. Là, c'est pas un donut, c'est une haltère. Ah oui, on dirait un donut. Et on dirait tu que vois je suis un mec qui ne fait que bouffer. Pour les points forts, mais j'en ai pas énormément. C'est un peu l'inconvénient du CrossFit, c'est que c'est un sport qui se veut ultra complet. Donc, je vais plutôt partir là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où je vais vraiment exploser particulièrement. Mais par contre, je suis relativement, on va pas dire bon, mais pas mauvais partout. Un peu d'endurance, un peu de force, etc. Et on va mettre un autre point, mais je pense qu'il va avoir plus de mal à le trouver. En termes de cardio et de caisse, je suis pas mauvais avec le CrossFit. J'ai eu l'habitude de bien développer ça. Je suis pas raide, mais je suis pas souple non plus. Donc, c'est pas un point fort. Une fois plus, je vais rester assez complet. Pour les points faibles, plutôt en lien avec mes douleurs et mes anciennes blessures. Donc comme l'a bien dit Greg, il l'a mis, je me suis fait opérer de l'épaule et cette épaule, elle m'embête toujours et elle me gêne toujours. Vous allez voir un peu de mobilité en moins, mais aussi moins de force et que j'arrive pas à rééquilibrer. Donc on va mettre cette épaule droite qui continue de m'embêter. Et si on devait mettre un deuxième autre point faible, ce serait peut-être mes jambes ou mes mollets
épaulé, surtout avec la course à pied actuellement. Je vois que c'est une zone qu'on a moins travaillé dans le CrossFit aussi, sur lequel je me sens moins à l'aise, donc ce serait sûrement mon deuxième point faible à ce niveau-là. Pour les blessures, bon, on va remettre épaules et dos dont on va parler Greg. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis énormément blessé, mais ça on pourra en parler parce que dans ma théorie, il y a quand même une vraie prédisposition à la blessure. Je vais pas tout noter parce qu'il faudrait un tableau entier, mais je vais vous le faire juste face caméra. Il faut savoir que je me suis fait entorse des 2 chevilles, je me suis fait un genou, je me suis fait hernie discale lombaire avec la sciatique, je me bloque tout le temps les cervicales, je me suis fait luxation des 2 épaules, des 2 clavicules, d'une sterno, je me suis fait opérer l'épaule et la vis elle a cassé. Donc, je pense qu'on voit être à l'image juste là. Je me suis fait une entorse des 2 poignets. Donc on va pas tout noter, mais on va marquer blessure un peu généralisée. Donc on va voir lesquelles il trouve. En termes de douleurs qui sont pas vraiment des blessures et qui sont plus en lien avec ma préparation du marathon, j'en ai 2 et ça tombe bien parce que j'en ai une qui s'est bien réveillée. J'ai fait un 10 km hier en mode record. Du coup j'ai une douleur à l'arrière du genou gauche que j'ai encore actuellement et j'ai une douleur qui est depuis le début de ma prépa marathon. Plutôt on regarde la jambe. Je pense à titre personnel que c'est mon tibial postérieur. On va voir si Greg a le même diagnostic que moi. C'est intéressant de ce côté diagnostic d'un patient kiné vs un kiné. Je pense qu'il y a une grande partie de tout ça qui va être capable de trouver. Sur les douleurs, sachez que s'il ne trouve pas, je serai extrêmement déçu. Je risque même de quitter la vidéo en plein milieu. Et pour les blessures, on va voir sur tout ce qu'on a cité, lesquelles il va réussir à avoir. Greg, T'as filmé ça ou pas? et personne n'applaudit. C'est juste un stylo, calmez-vous. C'est toute la team LPG qui est juste là, qui veut s'assurer que je raconte pas trop de bêtises. Emric, à Walp, je pense que c'est pour ça que vous êtes si nombreux. T'as mis ton plus beau slip frite. Il te plaît? Franchement, je suis tellement content d'être là. Il est quand même bien sec. On peut voir là au niveau des pieds, ce qu'il y a d'assez marrant, ça je vous le dis toujours. On peut voir le pied qui est légèrement plus ouvert à droite, avec une légère ouverture de hanche, mais qui est compensée par de la rotation interne de genou. Là, par rapport au tibia, le tibia est légèrement en rotation externe, le pied est légèrement ouvert, le fémur qui vient légèrement en rotation interne et qui est compensé par de l'abduction de hanche. Alors que la jambe gauche est plus rectiligne. Et c'est ce que je dis souvent, ces analyses de posture, j'en ai rien à cirer, on va voir après avec Emric. Le bassin finalement qui vient légèrement en shift, qui est plutôt bien compensé au niveau du haut du buste, puisque après on voit le rachis qui est plutôt droit, on voit les pectoraux qui sont très légèrement asymétriques, et même en fait il a légèrement plutôt cette posture là. À une autre époque, Emric, on l'a appris tous les deux, on a appris à lire ça, c'est ça qui est passionnant. On l'a appris aux étudiants. On l'a appris aux étudiants et à une époque, on nous a appris que ça c'était des chaînes de dysfonction et que tu pouvais très bien avoir une douleur de clavicule à cause en fait d'un écroulement de l'arche interne, à cause d'un blocage d'une naviculaire, à cause d'une entorse qui était mal soignée. On nous a appris toutes ces chaînes de dysfonction à aller chercher toujours plus loin dans l'analyse. La littérature scientifique nous a fait un peu faire machine arrière, principalement parce qu'on s'est rendu compte que toutes ces observations n'étaient pas toujours corrélées à des douleurs et ou à des restrictions de mobilité et que à l'inverse, avoir ce discours-là chez les gens les éloignait de solutions un peu plus pérennes et plus efficaces. Et des fois plus simple aussi. Et parfois beaucoup plus simple. Et en fait, ce qui avait d'assez drôle, c'est que quand on était étudiant, on le voyait, mais même nos profs étaient pas hyper sereins, parce qu'à chaque fois on disait, mais du coup le côté pathologique, c'est le côté sain ou c'est le côté qui va bien? Et ils se mélangeaient les pinceaux. Cause-conséquence, œuf ou la poule, c'était très compliqué. On a ici une courbure lombaire qui est assez prononcée, qui est majorée sur 2 choses, sur la masse musculaire des fessiers, qui est très développée. On retrouve aussi au niveau des ischios. Je peux te toucher, Emric? Je demande, mais même si j'ai déjà la réponse te concernant. Ah, on a un léger épaississement au niveau des 2 tendons d'Achille de part et d'autre, mais plutôt sur le bord latéral, et ce qui est plutôt mou. Tiens, d'ailleurs, je vous donne une information assez intéressante. Quand vous voyez comme ça, un épaississement comme ça au niveau du corps, pour savoir quelle structure c'est. Si c'est dur, c'est probablement de l'os. Si c'est dur, mais un poil plus mou, plutôt du cartilage. Si vous savez pas exactement si c'est du muscle ou si c'est autre chose, vous allez demander une contraction musculaire. Donc là, vu qu'on est sur le tendon d'Achille, je vais lui demander de monter sur la pointe des pieds, et ça ne change pas de texture sous mes doigts. Un muscle et ou un tendon va venir s'épaissir sous la tension. Donc là, on a un épaississement qui est mi-mou, donc c'est probablement plutôt du cartilage et ou de l'os, donc c'est probablement un épaississement des insertions. Vu que c'est ancien et qu'il n'a pas l'air de couiner quand je fais ça, à mon avis, c'est probablement qu'il a grandi un peu vite et à mon avis des séquelles type maladie de sévère, donc type douleur de croissance. Ce que je voulais vous dire, c'est que parfois sur ces chevilles-là et sur ces tendons-là, on va retrouver une autre pathologie juste au-dessus, sur de l'Osgood-Schlatter. Ce qu'il y a d'intéressant finalement dans ces deux cas, c'est que là aussi, on retrouve des deux côtés un léger épaississement au niveau des tissus. Donc ouais, moi je dirais probablement des douleurs lors de la croissance. Pecs qui sont très développés, des trapèzes qui sont très développés, un épaississement au niveau des clavicules qui est assez caractéristique, justement des gens qui font beaucoup de front squat et qui vont charger, et probablement plutôt cartilagineux osseux au niveau de l'insertion des tendons. On a les abdos sup qui sont particulièrement développés, on le voit dès qu'ils respirent, les abdos, les biceps, les deltoïdes, on a vraiment un côté qui est très équilibré. Souvent, vous savez, je vous dis que je suis pas un grand spécialiste des analyses des cicatrices, mais là on a un truc qui est caractéristique, on a une grande balafre sur une articulation avec des points autour. Si c'est sur une articulation, il y a deux grandes
possibilités. Soit c'est un gros trauma qui va péter au niveau de l'articulation et ça c'est très chiant pour les chirurgiens. Soit c'est un chirurgien qui a décidé d'ouvrir et d'opérer. Et comment est-ce qu'on sait? C'est que ce que vous voyez de part et d'autre, ce sont les points. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes, pour des raisons anatomiques, ils sont nés comme ça. Ils ont tous les ligaments, la capsule, les muscles qui sont instables au niveau de l'épaule et soit sur un trauma, soit sur des gestes répétés, la tête humérale va sortir de la glène de l'omoplate. Ça sort, c'est ce qu'on appelle une luxation d'épaule. Ça fait hyper mal, je ne vais pas tout vous en parler, vous regarderez cette vidéo pour savoir quoi faire. Quand ça sort trop, que ça luxe trop, ce que le chirurgien va faire, tu me corriges si je me trompe, Aymeric, mais en fait, il va prendre la coracoïde ici, il va la couper et il va la remettre ici avec des vis sur la partie antérieure de la glène. Ce qui va faire que ça va faire littéralement une butée et que la tête humérale ne pourra plus sortir parce qu'on a décalé avec la porte. Ils font ça et en plus de ça, vu qu'il y a une insertion du long biceps sur la coracoïde, ils en profitent aussi pour retendre le long biceps et même parfois certains rajoutent une tension de la capsule pour avoir en fait une triple action pour empêcher que la tête humérale ne sorte. C'est ça. T'as déjà vu une opération de... Ouais, j'en ai vu plusieurs fois avec un chirurgien. Petite particularité du coup, tu vois sur la mienne, c'est que le chirurgien a pris un bout d'os trop petit. Du coup, il a mis une seule vis au lieu de deux et du coup, ça n'a pas tenu. Et donc là, en fait, j'ai un bout d'os qui se balade avec une vis pétée dans l'épaule. D'accord. Et pourquoi il ne l'a pas enlevé? Ça te fait pas mal? Elle me gêne pas plus que ça et au final, le but de cette opération, comme tu l'as bien dit, c'est de verrouiller et éviter les épisodes à nouveau de luxation. Et moi, je n'ai plus d'instabilité, je ne me luxe plus l'épaule depuis. Donc en fait, c'est une réussite, mais pas parce qu'il y a eu la butée osseuse, mais parce qu'en fait, tout a un peu fibrosé, j'ai eu une immobilisation, etc. Donc on a préféré pour le moment la laisser. Intéressant. Moi, j'avais eu la même chose sur un patient, une des plus grosses erreurs de ma carrière. On ne sait pas trop, mais probablement au cours de la rééducation, il y a une vis qui a pété. Au niveau du dos, ce qu'on voit vite chez lui, c'est les épaules. Aymeric, est-ce que tu peux venir chercher 2 rotations externes des 2 épaules avec une coiffe des rotateurs qui est hyper développée. Là, on peut voir vite toute la musculature qui est développée. Je vous avais dit qu'on avait une grande lordose lombaire qui était en plus de ça majorée par le volume des fessiers et le volume des dorsaux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te remettre de dos et venir me chercher un abaissement des 2 omoplates? Et là, on voit directement les grands dorsaux qui s'activent. On va tester un peu les mobilités articulaires. Penche-toi en avant. Ok, reviens. Donc là, on a un truc qui est quand même assez marrant, c'est qu'Aymeric il est hyper mobile avec un bon contrôle moteur au niveau cervical, dorsal. Quand il va commencer à descendre, il y a un vrai méplat au niveau des lombaires. Et là, ça bouge quasiment pas. On peut voir qu'il est obligé de fléchir les genoux. Ça tire dans les ischios. Ça te fait mal ou pas? À quel niveau? Au niveau lombaire et au niveau sacroiliac? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est récent? Non, c'est depuis mon épisode de mal de dos. De mal de dos. T'as jamais vraiment récupéré de flexion lombaire? Non. Et pourtant, j'imagine que tu la bosses. Ouais, je l'ai bossé Mais pendant longtemps et c'est jamais revenu. Tu vois, là, j'ai décidé il y a 3 mois après. Je suis repris pendant 4 mois. J'ai fait du Jefferson Curl, donc avec une charge où je suis monté en progression jusqu'à 30 kg en prenant bien le temps. J'ai fait du 4 côtes, dos rond, dos creux en essayant d'aller cibler mon schéma moteur sur la région spécifique du bas du dos et compagnie. Et puis tu vois que ça n'a pas été efficace. Ouais. Et je m'y suis filé, hein, franchement. On le sait tous, des patients qui font pas leurs exos. Là, j'avais 3 gros blocs par semaine de quasiment 1 heure avec du renfort spécifique et compagnie. Ça n'a pas bougé. On le testera tout à l'heure sur le Uber justement parce qu'il y a un bon moyen de venir chercher ces derniers degrés d'amplitude. Après, moi j'ai quasiment la même problématique. Tu pourras me remettre là la vidéo où je vous avais dit, moi sur les abdos j'ai peu de flexion lombaire et du coup en soi c'est pas vraiment dérangeant de la vie de tous les jours, mais dans le sport de manquer de flexion lombaire, ça peut avoir un petit déficit d'activation des abdos. Ou comme toi et moi, quand on aime bien montrer des mouvements de mobilité, c'est un peu chiant de voir qu'on est limité de ce côté-là. Penche-toi en arrière et je pense que par contre quand tu te penches en arrière, on est en amplitude qui est... Donc là, tu pourras me comparer en split screen la quantité de mouvement en extension versus la quantité de mouvement en flexion. Donc on va voir éventuellement si jamais ce petit blocage lombaire, il peut être... T'as un chat? Non, mais je crois que c'est depuis que j'ai cette nouvelle montre et que j'arrête pas de me griffer avec pendant la nuit. On est content de ta montre, t'as un code promo, Alex. Aime ta montre. Avec la même ta montre, tu peux avoir des greffures. La fin d'amplitude de mouvement est plus difficile à venir chercher. Ce qui gêne un peu, on est sur ce qu'on appelle un arrêt mou. Donc c'est vraiment la masse des pelvis trochanteriens. Tu me mettras juste ici. Descends un max, Aymeric. Je suis à fond. Ok. Vas-y, redescends. Redescends. Une belle différence de mobilité entre la jambe droite et la jambe gauche. T'avais une douleur irradiante, une sciatique en plus À droite? Ouais. Ah ouais, à droite, j'avais sciatique quasiment jusqu'au pied. C'était à droite? Ouais. Ah, c'est marrant parce que t'es plus raide à gauche, tu vois. Est-ce que je peux dire que t'as pas tout testé sur la hanche? Bien sûr. Il te manque quelque chose Bien que sûr. t'as pas testé sur ma hanche? Ouais. La rotation interne. Beaucoup moins de rotation interne à droite. Et ça me gêne par contre. Alors déjà, sur cette le position est très très belle, Aymeric. Moi, j'aime magnifique beaucoup. là-dedans. Parce que tu tiens ta miniature. Allez, la miniature. Allez-y, poussez. Non, oh, c'est un énorme cookie. C'est vrai ça? Ouais, moi je trouve une petite restriction de mobilité, c'est acroiliaque gauche en fait. Là on retrouve cette restriction de mobilité au niveau lombaire.
Là, c'est un peu sensible, non? Ouais. J'adore parler avec Emric. On a toujours des conversations passionnantes. Ah, donc toi, tu disais que tu étais pour la réforme des retraites, c'est ça, Emric? On aimerait entendre ton point de vue. Oui. Tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche. Allonge-toi sur le dos. Un truc que j'aime bien faire sur les sportifs, c'est venir chercher de la palpation musculaire, mine de rien. C'est un bon indicateur pour savoir s'il y a des trucs qui couinent. Donc là, comme il s'est mis la course à pied, je vais voir s'il n'y a pas... Ça chatouille. Ah oui, on a oublié, je suis chatouillé de ouf. Ah ouais, c'est ça. Le mec, il va complètement me niquer mon truc. Je te dirais C'est de la chatouille, là? Ah ouais, ça chatouille de ouf. Là, non, ça, c'est un trigger, ça, mon vieux. Ouais, par contre, ouais, c'est moins de la chatouille. Là. C'est pas fiable du tout, hein. Ce que je fais, c'est que je viens juste chercher des points si jamais il y a quelque chose. Je triche un peu parce que comme je sais qu'il se met à la course à pied, c'est célibataire en ce moment. Oui, mais je suis droitier. Tu connais pas la technique de la main fantôme? Hey. Ouais, on a encore une petite restriction de mobilité à droite. Tu veux le tester en main dans le dos ou c'est plus flagrant ou pas? Sur la restriction de ma main dans le mobilité dos gauche et ma main dans le dos droite. Ah ouais, tiens, bah fais-le toi tout seul. C'est pratique d'avoir un patient kiné, il te rappelle tous les tests que t'as passés. Ah, moi j'utilise beaucoup la main dans le dos pour la mobilité de l'épaule et en fait c'est assez facile et significatif de regarder. Je trouve une petite sacro-iliaque gauche qui coince un peu avec une restriction de mobilité de hanche à gauche. Est-ce que c'est adaptatif? Est-ce que c'est douloureux? J'en sais rien, mais il y a une perte de mobilité de ce côté-là. On a des petites tensions au niveau du mollet à droite, probablement liées à la course à pied. Ta raideur au niveau de la flexion lombaire qui, à mon avis, te gêne un peu quand tu es assis pendant longtemps et que tu es obligé de venir chercher de la flexion lombaire, donc sur les longs trajets, lorsque tu t'ennuies un peu. Et par contre, ouais, au niveau des cervicales, là, tu vois des petites tensions musculaires à droite et pareil, une petite charnière cervico-thoracique qui bloque un peu. Il te dérange pas, mais peut-être tu dois te sentir un petit peu limité sur les rotations droite et gauche. Donc sur les points forts, finalement un super bon équilibre musculaire, une très bonne connaissance de ton corps, à la fois de ton contrôle moteur, de tes restrictions de mobilité. Sur les points faibles, finalement, on a ce dos, mais pour 99%, c'est pas un point faible, mais pour toi et moi, c'est quand même un petit peu chiant d'être limité au niveau du dos. D'ailleurs, je le rappelle, je sais pas toi s'il y a ce cliché-là qu'on a parfois sur les kinés où dites ah vous êtes kiné, vous devez jamais vous blesser. Ouais. C'est faux. Ah ouais. La seule chose, c'est qu'on récupère plus vite, je pense. Ouais, on récupère plus vite. En fait, vu qu'on connaît les délais, on connaît ce qu'on doit mettre en place, on va beaucoup moins perdre de temps que nous, on le voit au cabinet, les ordonnances, elles ont 6 mois. Ouais. Tu sais très bien qu'un patient qui a mal depuis 6 mois, tu mets beaucoup plus de temps à le récupérer que s'il vient de voir parce que ça fait que 3 jours, qu'il a su adapter. Tous les deux, on est partisans d'éviter le repos complet, mais plutôt d'adapter lorsqu'une douleur apparaît. C'est vrai que ça aide, mais c'est pas pour autant que ça prévient la blessure. Ouais, c'est ça. En plus de ça, les kinés sont souvent assez sportifs. On aime bien les sports pour se vider la tête parce qu'on a des emplois du temps qui sont parfois émotionnellement assez chargés. Donc pour toi et moi qui aimons les sports un peu intenses, on se blesse, je pense, tout autant que les autres. Ouais. On sait mieux gérer notre charge d'entraînement et comme mine de rien, la charge d'entraînement, c'est un gros facteur qui peut déclencher des blessures et des surblessures. On gère un peu mieux ça, mais quand ça arrive, on sait bien adapter. On regarde. Le reveal? Révélation. Alors, Ah! franchement, t'as été bon. Mon point fort, je pense, et tu l'as très bien dit, t'as bien insisté dessus, c'est le côté complet. J'avoue que tu as parlé des connaissances, j'y avais pas pensé, mais en effet, le fait d'être kiné, d'avoir des connaissances d'anat, de bioméca, de programmation un petit peu, ça nous aide, et le côté crossfit. J'ai mis quand même le cardio, mais évidemment, je l'avais dit que ce serait très difficile À pour évaluer. toi d'évaluer. Ouais. Pour les points faibles, en fait, ce qui est compliqué, c'est que mes points faibles sont aussi dus en partie à mes blessures. Donc, par exemple, toi, dans mes points faibles, t'as mis plutôt la région du dos, que moi, j'avais plutôt laissé dans mes blessures. Mon épaule droite, Ouais. on l'a vu, qui manquait encore de mobilité, et le mollet, que t'as trouvé plus sur la zone douloureuse, mais qui est plus un point faible que vraiment embêtant en ce moment. Par contre, sur les douleurs de croissance et compagnie, c'est pas trop un truc que j'ai eu, tu vois. Donc peut-être que ça s'est fait et de manière asymptomatique, mais c'est pas une gêne que j'ai eu particulièrement. Mais tu savais que tu avais ces épaiscissements? Moi, je les vois, parce que tu sais, je me regarde des fois. Donc voilà, pour les blessures, donc dos, épaule, évidemment, dans les blessures passées. Ouais, mais que je connaissais déjà. Et en fait, j'en ai eu énormément. Mais qu'il aurait fallu que tu ailles investiguer de manière un peu plus précise, tu vois. Mais je me suis fait des entorses de cheville des deux côtés, entorses des poignets des deux côtés. T'en as parlé, mais tu vois ce que tu trouvais au niveau du dos. Je me suis souvent, au niveau des cervicales, je me suis souvent bloqué les cervicales. Au CrossFit, il y a un mouvement qui s'appelle les handstand push-up. Même si je le fais attention, tu peux être sûr, si j'en fais beaucoup, le lendemain matin, j'ai un torticolis. Tu vois, donc c'est plutôt un mouvement que j'ai préféré enlever de ma programmation d'entraînement. Tu vois, j'ai quand même peu d'amplitude. Ouais, je suis au max d'amplitude, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ce que tu trouves sur le mollet à droite, qui est très compliqué, c'est qu'au niveau de la jambe, le muscle qu'on a le plus à la palpation dans un premier temps, c'est le muscle du mollet. Mais en fait, derrière, il y a d'autres muscles qui sont des muscles propres au pied, mais qui vont s'insérer sur la jambe. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus le tibial post en réalité que le mollet qui vient m'embêter. Et c'est ce que je pense que tu as palpé. Mais ça, c'est clairement lié à ma préparation du marathon. J'avais aucune douleur auparavant. Et du coup, j'essaie d'adapter, de faire du renforcement un peu spécifique et compagnie. Mais c'est tout à fait lié à ça. Et j'ai mon genou gauche depuis hier. Depuis hier? Ouais, mais c'est plutôt musculaire. Ce que je pense, tu vois, j'ai une douleur lorsque je fais une flexion active du genou gauche. En termes d'amplitude, j'ai tout. Et ben moi, ce que je te propose, Emric, c'est que on va regarder 2 trigger points. Ouais, ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah le bâtard. Non, on va voir ça. Ouh. Oh, voilà. Et encore 20 secondes. Je vais te défoncer. Ouais, je sais. Vas-y, réessaye la flexion active, dis-moi si ça change quoi que ce soit. Ah bah allez, il m'a complètement anesthésié le genou, donc, je ne sens absolument plus rien. Alors j'avais 2 trucs qui me faisaient mal, là c'est moins sensible, et j'avais une voie de passage, et là j'ai plus de douleur.
J'avais un peu de douleur tout à l'heure quand j'ai monté l'escalier, etc. Et ça me faisait un peu mal. Donc là, je l'ai plus. Et là, je l'ai à 50%, je dirais. Cool. Ouais. Je me suis reformé en trigger l'an dernier, je l'utilise Ouais. de plus en plus. On va tester le subscap. Allonge-toi sur le dos. On va le choper de deux manières. Donc là, j'ai le grand dorsal. Je vais refouler le grand dorsal et je vais venir en dedans, plonger sur la face antérieure là. J'entends ton souffle de sadique. Je sais que tu prends du plaisir en plus, c'est ça le pire. J'aime ça. Faire mal. On reteste la rotation interne, on regarde ce que ça donne. Est-ce que tu sens une diff ou pas? Moi, je sens pas diff. Et bouge sur ton épaule, dis-moi si tu sens sur d'autres mouvements. Bah après, à part la rotation interne, je me sens pas trop limité. Je pense qu'avec le crossfit, tu vois, j'ai bien gagné sur mes flexions, j'ai Ouais. pas une grosse différence, j'ai une amplitude qui est pas mauvaise. Je te dis, hier avec ma patiente, ça avait bien fonctionné. Mm. Attends, et on va en chercher un autre qui est assez marrant. Allonge-toi sur le ventre, la tête là. Non. Là, on a la colonne vertébrale, on a les côtes, par-dessus, on a trapèze moyen et on a dentelé antérieur qui va partir sur la face interne de l'omoplate, replonger devant, et on a le subscap qui est devant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir refouler en dessous pour passer complètement les doigts. Tu peux pas rentrer parce que tu as la masse musculaire et en fait, l'astuce, c'est de venir chercher la tête antérieure de l'omoplate. J'ai les ongles assez courts. Vous avez vu? C'est marrant, hein? J'arrive à lui rentrer de phalange. Ça te fait du bien, ça? J'aime. Écoute, ça c'était juste pour le fun. Vas-y, reteste, on regarde si ça change quoi que ce soit. Non, ça change rien. Donc là, ce qu'on va chercher à évaluer, en fait, c'est comme il a une restriction de flexion, notamment lombaire, on va voir si, en inversion de point fixe, c'est-à-dire que le mouvement va venir du sol et non pas du haut du corps, si on arrive à venir chercher à mobiliser un peu plus. En fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est que quand il va se pencher en avant avec le haut du corps, c'est principalement cervical, thoracique, lombaire, haut, puis après... Ce qu'on va chercher à voir, ce qui peut parfois limiter, donc là c'est deux vertèbres, on n'a qu'à dire que c'est L4 et L5, c'est si quand il se penche, oui ça c'est une petite hernie discale, il était très content de te voir. Bon, ce qu'on va chercher à voir en fait c'est si on arrive à augmenter le mouvement d'une vertèbre sous-jacente sur la vertèbre sous-jacente. Comme je vous l'avais expliqué, le Uber sert à la fois d'outil de bilan et de traitement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec son plateau qui va venir bouger, on va venir chercher à avoir un recrutement en mobilité spécifique. Non pas seulement du haut du corps, mais avec le mouvement du bas du corps. Ce dont on a besoin de voir vraiment, le mouvement de flexion lombaire. Ce que je vais demander en plus à Aymeric, c'est quand il va venir le plateau vers l'arrière, de venir chercher la rétroversion de bassin, faire en fait un peu un dos rond, dos creux, mais plus spécifique de la région lombaire. Et ce que je lui ai fait faire, c'est touc, 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 touc. Un disque qui souffre un peu, ce qu'avait eu Aymeric, et bien en fait, le meilleur moyen de faire cicatriser le disque, c'est de lui mettre de la contrainte, c'est de lui remettre de la charge. Et c'est pour ça que Aymeric, il a travaillé sur le Jefferson Curl, mais peut-être que spécifiquement, il a du mal à venir chercher cette amplitude-là, et de retravailler spécifiquement sur ce type d'exercice, ça peut l'aider. On pourrait même lui demander de mettre les deux mains légèrement plus basses, pour cibler encore plus. Si jamais je souhaite venir travailler plus spécifiquement sur la sacro-iliaque gauche, là tu le sens pas mal, non? Ouais. Mettre ma main ici pour augmenter l'inclinaison et le shift du bassin, ou alors je peux venir mettre ma main sur la sacro-iliaque, et c'est ce que je vais faire, je pense que c'est mieux ça, pour amener plus de rétroversion. Ok. Ça fait du bien, non? Ouais, on sent bien les tirements. Cool. Et on va retester un petit avant-après pour voir si ça change quoi que ce soit. Vas-y, on roule. Et tu nous feras un split pour voir si on a toujours autant ce petit mets-plat. Bon, après là, il faudrait le faire plus longtemps, il faudrait le faire 4-5 minutes. Hein. Est-ce que tu sens une différence, toi, Aymeric? En fait, la grosse différence que je sens, c'est que la première fois, je vais le majorer, j'avais l'impression de vraiment faire ça et partir ici, tu vois, avec les Genre un fesses hip qui hinge. reculaient, exactement. Là où j'ai plus l'impression maintenant d'avoir un enroulement relativement homogène et de plus charger un peu vers l'avant. C'est rigolo, hein. On va se faire un peu de mobilité dans ce sens-là. Il y a un truc dont on avait un peu parlé en introduction et qui peut parfois prêter un peu à confusion, c'est sur la notion de vertèbre déplacée. Déplacé. On a appris, Aymeric et moi, ce qu'on appelait les lois de Fryette. Une sorte de modèle biomécanique qui globalement nous aidait à comprendre comment notre dos bougeait. Et donc on a créé, ou monsieur peut-être Fryette, je sais pas, a créé comme ça des grandes lois pour nous dire ok, si la vertèbre elle part dans un sens, ça va entraîner d'autres composantes biomécaniques et c'est comme ça qu'il va falloir la corriger lorsqu'elle ne bouge pas assez. Exactement. D'ailleurs, on peut le modéliser comme ça, ce qu'il avait imaginé. Chaque vertèbre, l'une par rapport aux autres, avait une amplitude de mouvement donnée sur les trois composantes. Flexion, extension, rotation et inclinaison. Ouais. Tout le paramètre de flexion que tu prenais se faisait au détriment des autres paramètres. Et donc, quand tu avais un blocage, ce qu'il expliquait, c'est que les blocages étaient la plupart du temps à soit un défaut de recouvrement facétaire, les facettes articulaires. Là, vous avez la facette articulaire sous-jacente et la facette articulaire sous-jacente. Les défauts de mobilité étaient liés soit à un défaut de recouvrement, les deux
vertèbres ne s'emboîtaient plus très bien, soit au contraire un défaut de recouvrement, c'est-à-dire que les facettes n'arrivaient pas à revenir. Par exemple, on disait, bah voilà, j'ai ma vertèbre sous-jacente qui est en flexion, rotation et inclinaison gauche, donc ma vertèbre, elle vient trop vers l'avant, la rotation et l'inclinaison gauche. Mais toi aussi en cours, tu sais, on était là, je me rappelle, alors toi tu fais la facette sous-jacente. Exactement. Alors attends, elle est en flexion, rotation et on était comme ça. Et on était comme ça en mode, on essaie de se complexe. représenter en fait les transverses, parce que les transverses, mets-toi sur le ventre, donc là tu as tes vertèbres qui sont juste là, et là tu sens les épineuses, mais si tu veux avoir les transverses, tu as les masses musculaires par-dessus. Si je veux tâter les transverses, je suis obligé de les avoir par-dessus les spinaux. C'est un peu comme si tu voulais toucher ton assiette au travers d'une bavette. En fonction de la taille de la bavette, c'est particulièrement compliqué. L'autre astuce, ça consiste à venir chercher en dehors des muscles et après revenir en dedans. Mais là, tu as le carré des lombes et autant te dire que ça couine assez vite. Donc si jamais tu veux venir tester une mobilité sur un patient comme Emeric se contracte, c'est super compliqué. Donc c'est pour ça que Frayette, il avait inventé ces modèles pour comprendre comment les vertèbres pouvaient bouger. Quand ça bouge pas, c'est facile à comprendre. Mais quand tu dois rajouter un paramètre de flexion et ou d'extension, de rotation, ton paramètre d'inclinaison, c'est littéralement de la vue de 3D dans l'espace. Donc non seulement sur un mouvement sain, mais Frayette, là ce qu'il t'explique, c'est sur un mouvement pathologique, tu as tes paramètres qui s'inversent. Et ça devenait un bordel monstre. Mais vraiment, on sortait de ces cours-là, un peu comme je vous fais là, tu as la tête comme ça. Ouais. Quand j'appuie au travers des spinaux, chez Emeric, j'arrive moins bien à appuyer sur le pouce gauche que sur le pouce droit. Et ça lui fait mal. Donc selon les modalités de Frayette, il me dit, bah là, Greg, quand tu essaies d'appuyer sur la transverse, elle va pas bien sur la droite. Si elle va pas bien sur la droite, ça veut dire qu'elle serait en déficit de rotation droite. Paramètres d'inclinaison au niveau d'extension, parce qu'en extension, ce ne sont pas les mêmes paramètres que la flexion, de l'inclinaison et la rotation qui sont inversés. Et du coup, ça va faire qu'en fait, elle est en FRS droite. Et du coup, pour la mettre en FRS droite, je vais mettre mon patient sur la gauche pour pouvoir avoir une postériorisation de la facette articulaire droite et une antériorisation de la facette articulaire gauche. Je vais aller plus loin dans sa dysfonction pour venir chercher la barrière motrice, sachant qu'il y a une autre école qui consiste à ne plus chercher la mobilisation articulaire au sein de la restriction d'amplitude, mais plutôt à l'inverse, dans le sens de la facilitation du mouvement. T'imagines un peu les week-ends qu'on s'est mis dans les dents? Donc ça, c'est ce qu'on nous a appris et je te jure, t'avais le cerveau qui fumait. On était sur L3, tu vas venir chercher 2 étages au-dessus, tu viens chercher la rotation de buste pour venir sentir que ça bouge sur ton index de la vertèbre sous-jacente, et quand tu sens que ça bouge au niveau de ta vertèbre, tu t'arrêtes, tu bloques. Tu viens chercher de nouveau ton repère sur ta vertèbre, juste en dessous, la vertèbre que tu cherches à viser, tu la mets sur ton annulaire, un doigt, une vertèbre en dessous, une vertèbre encore en dessous. Tu viens chercher la flexion de hanche. La compensation de la flexion de hanche, c'est de la rétroversion de bassin. La compensation de la rétroversion de bassin, ça va être de la flexion lombaire. Et quand tu sens que ça va venir commencer à bouger sous 2 étages en dessous, tu t'arrêtes et tu poses ton pied. Tu croises les bras de ton patient. Et là, normalement, en verrouillant mon levier supérieur et en verrouillant mon levier inférieur, le seul étage où ça doit bouger, en théorie, une fois de plus selon Frayette, c'est uniquement l'étage que je cherche à viser. Je vais venir majorer mon paramètre d'inclinaison. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma main caudale qui va aller vers la rotation gauche et ma main dorsale qui va aller sur la rotation droite pour créer un mouvement de cisaillement au niveau de la vertèbre. Tu inspires et tu souffles. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu accélérer. Vous avez vu tous les paramètres que j'ai dû mettre en place. Et ça, vous imaginez pas à quel point c'était chaud de l'apprendre. Et il y a 4 ans, il y a les neurosciences qui se sont mis là-dedans et qui nous ont dit quoi? 2 informations clés. On met 10 ostéos, thérapeutes manuels, chiro, tout ce que vous voulez. On met un patient sur le ventre et on leur demande juste à la main de dire où ils ressentent une restriction de mobilité. À quel étage? Bah, sur les 10 mecs, il y a 10 diagnostics différents. Il y en a qui vont trouver une postériorité à gauche, d'autres à droite, d'autres à tel étage, d'autres à tel étage, d'autres à tel étage. Donc ce qui veut dire que notre main n'est plus considérée comme un outil fiable pour dire où il y a une restriction de mobilité. Ça va plus loin, on met en place une technique sans bilanter la restriction de mobilité. Et qu'il y ait une restriction de mobilité à un étage, à un étage, à un autre étage, peu importe la technique, on a quasiment les mêmes résultats. Si le patient, il attend d'être manipulé, s'il a envie de ça, on aura des résultats positifs. Si le patient a peur de ça et ne veut pas, on a des résultats négatifs. Je vais avoir une augmentation de mes amplitudes et ou du confort et une amélioration des symptômes si c'est ce qu'il attend. Les modèles biomécaniques qu'on nous a enseignés, qu'on a eu beaucoup de difficultés à apprendre, c'est un super bon moyen pour les étudiants pour pouvoir ressentir la restriction de mobilité. Parce apprendre la technique. Remets-toi sur le côté, excuse-moi. Je ne suis qu'un outil. Tu n'es qu'un outil. Parce que finalement, si j'ai pas une bonne main pour écouter et que je mets pas en place mes leviers, je vais vous montrer ce que ça fait, et je manipule n'importe comment, il va rien se passer en fait. C'est pas confortable, c'est pas efficace et je vais lui faire mal en fait. Tu es obligé d'apprendre un modèle biomécanique, même s'il est obsolète, pour pouvoir manipuler et après de t'en affranchir pour te dire c'est ok si je manipule pas exactement au bon étage parce que ma main n'est pas aussi fiable que ce que je le pense, mais si mon patient est amélioré dans ses symptômes, c'est qu'a priori c'était bien un blocage articulaire. En fait, c'est un bon outil pédagogique qui nous a bien aidé pendant nos études. Certains sont partis encore plus loin et sont partis dans ma vertèbre est bloquée dans ce sens-là et l'ostéopathe, clac, me la
remet en place. Et c'est là que derrière, on a créé des fausses croyances, voire même de la kinésiophobie ou de la dépendance aux soins en disant ma douleur est revenue, ma vertèbre s'est redéplacée et quoi que je fasse, je ne peux pas aller mieux parce que j'ai besoin que mon ostéo, clac, me la remette en place. Non, ça ne se bloque pas et même si vous avez cette impression-là, c'est pas parce que la vertèbre a bougé. Et le médecin, comme je dis, souvent le dit, si ça a bougé, c'est que vous avez pris un bus, quoi. Exactement. On n'a pas la prétention avec Aymeric. Alors Aymeric, c'est plus facile pour lui parce qu'il est et kiné et ostéo. ouais. Tu as un peu cette double identité. Moi, j'ai aucun problème à dire, il y a 5 ans, je pensais une version A, aujourd'hui, je pense une version B, et demain, la littérature et mon expérience évoluera peut-être sur une version C. Ces modèles-là sont pertinents sur une étiologie, à savoir l'étiologie articulaire. L'étiologie articulaire, c'est quelqu'un qui ressent une perte de mobilité avec une douleur plutôt punctiforme qui peut parfois irradier, souvent liée parfois en même temps à du musculaire un petit peu, qui est systématiquement reproductible par le patient sur un mouvement qui est très bien décrit. Ça n'a rien à voir avec du discal, ça n'a rien à voir avec de la névralgie, ça n'a rien à voir avec de la kinésiophobie. Ce que j'aime bien dire, c'est que ça n'est que contextuel, déjà d'un type de douleur, d'un type de technique qui n'est pas du tout la même en fonction des différents étages, parce qu'il n'y a pas les mêmes structures. Par exemple, ce que je vous ai évoqué au niveau des lombaires, je ne vais pas le faire au niveau du rachis cervical. Je peux vous le montrer, je peux le faire ou pas? Bien sûr. J'avais promis une petite compile de crack, on va se marrer. À toi de me le faire? Désolé pour la montre, tu veux que j'enlève? Non, c'est plus le slip. Ça te rappelle les études? Je me rappelle exactement Parce que pendant les études, on passe notre temps ouais. en slip à se manipuler les uns les autres. Alors en première année, on se rhabillait entre chaque TP et compagnie. Et à la fin de la 3e année, c'était tout le monde en slip d'école. Tellement bien. Lombaire, face à moi s'il te plaît. Greg avait un blocage dans cette région-là. Je passe franchement un bon quart d'heure à faire plein de techniques plutôt musculaires, de détente et compagnie. Ça passe pas. Au final, je le prends sur le dos, je saute dessus, ça passe. 5 secondes, il m'a dit je me sens mieux. Donc après, il faut pas oublier que Moi, c'est ce que je voulais, en fait. Moi, je ces voulais qu'on techniques fasse de péter. manipulation, déjà quand le patient il le veut, c'est compliqué de passer à côté. C'est rapide, c'est efficace et ça fait du bien. 15 minutes qui n'ont pas fait du bien vs 15 secondes qui l'ont soulagé, c'est des outils dans lesquels il faut pas se priver. J'adore. Belle. Elle est dure Vraiment celle-là en plus. Tous les deux, on kiffe manipuler. Ouais. On aime le faire, on aime le recevoir. Donc je pense en toute humilité, En toute nudité. on en est qu'au début de la compréhension de ce qu'on fait vraiment. On avait besoin à une époque de modèles. C'est ok de s'en affranchir, c'est normal que la médecine évolue. Il y a tellement de paramètres qui peuvent créer de la douleur que de l'articulaire pur et dur, du musculaire, du neuro, du central. On sait pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup de neuros qu'on ne connaît pas encore Ouais. assez. Et tu vois, le fait que ça nous soulage aussi vite, aussi efficacement, moi je pense que l'un des tissus qui réagit le plus rapidement, ça reste aussi le nerf, tu vois, Ouais. ce côté courant électrique. Ouais. Je pense que quand je me sens mieux, tu vois, un muscle, tu vois, quand tu fais un trigger, tu y restes plus de temps. Ouais. Là où le craquement, il est instantané. Ouais. Et de manière générale, si vous aimez vous faire manipuler, c'est ok. Si vous n'aimez pas, Ouais. dites-le. Ça peut être une technique avec des risques. Moi, par exemple, sur une suspicion de fracture, surtout tu n'y vas pas. Ouais. Sur une suspicion de discopathie, tu n'y vas pas. Sur une suspicion de test vasculaire, Ouais. tu n'y vas pas. C'est vraiment des techniques que vous pouvez pas faire comme ça. Non, comme C'est tu l'as des dit, on a mis techniques du temps à du les temps apprendre, à les on les a apprendre. pratiqués, on s'est fait mal entre nous en Ouais. les faisant mal. En les faisant Ça avait mal, Trop ouais. d'amplitude Ouais. et compagnie, Ouais. ça nous a pris du temps pour avoir cette précision. Les ostéos, vous êtes quand même un poil plus propre que les thérapeutes manuels parce que vous y passez plus Ouais. de temps à les apprendre. In fine, ce qui compte le plus, c'est derrière, une fois qu'on a ça, c'est le bon discours. De dire, en fait, bougez, vous n'étiez pas déplacé, vous n'étiez pas faible et que globalement, de refaire de mouvements actifs, c'est le meilleur des messages. Exactement. Merci à tous. On peut retrouver Aymeric évidemment sur sa page Instagram, Ouais. sur sa page YouTube. Merci une fois de plus à Hubert de nous avoir aidé à faire cette vidéo. Vous retrouvez en description tous les liens pour aller plus loin. À la prochaine. Ciao. Ciao.